toutes. Bienvenue pour notre table ronde sur le contrat-modèle européen du cloud. Petit clic pour qu'on passe. Voilà. Donc, avec moi aujourd'hui, et je vais vous laisser la parole un à un pour vous présenter également, j'ai plusieurs experts et expertes qui vont nous parler de leur vision, de leur politique commerciale et de leurs engagements en faveur ou pas d'un modèle européen du cloud. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc, je suis Bertrand Payès, je suis directeur des technologies et de l'innovation à la CNIL. Et donc, évidemment, le cloud est un sujet majeur pour la protection des données. Hugues Foulon, je suis CEO d'Orange Cyberdéfense et je suis également membre du comité exécutif du groupe Orange. Bonjour, je suis Solange Vegas-Dosres, je suis la directrice juridique du groupe OVH Cloud et membre également du comité exécutif. Bonjour, my name is Peter Sund. I'm the CEO of Finnish Information Security Cluster, which is a ecosystem of the cybersecurity industry that is operating in Finland. Merci beaucoup. Donc, nous allons switcher entre le français et l'anglais. Pour celles et ceux qui aimeraient une interprétation directe, vous avez les casques. Et normalement, c'est... Voilà, vous avez le code langue là, dans le coin. Commençons par vous, Solange. On parle beaucoup de cloud de confiance en France, qui reste une expression assez franco-française. Mais vous, en tant qu'OVH, vous êtes en chantre du cloud européen. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire la confiance dans le cloud et comment vous la mettez en œuvre dans votre quotidien technique, technologique et opérationnel? Merci. Alors c'est vrai que le terme de cloud de confiance est utilisé beaucoup, au risque d'être parfois galvaudé. La confiance, tout d'abord, la notion de cloud de confiance recouvre beaucoup de choses, tout comme la notion de confiance elle-même recouvre beaucoup de choses. En dehors du cloud, on peut avoir de la confiance liée à de la fiabilité, à des collègues qui sont fiables, on a confiance. Un médecin qui est un expert, on a confiance. Des amis qui maintiennent notre confidentialité, on a confiance. Appliqué au cloud de confiance, la vision d'OVH Cloud intègre aussi diverses composantes. Parmi ces composantes, on en a, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais on peut, l'une des toutes premières, et en tant que directrice juridique, j'y suis très sensible, c'est bien évidemment une composante réglementaire et juridique. Quels sont les textes qui vont venir protéger les données que nous avons au sein du cloud? Quel est le contexte réglementaire qui va nous permettre de défendre nos données et notre activité? Une deuxième composante est une composante qui est technique, bien évidemment, avec des éléments de sécurité. Le cloud de confiance doit être un cloud sûr, avec également des composantes, avec également un aspect maîtrise de la donnée. Ce que ça veut dire, ça, la maîtrise de la donnée, c'est que l'interopérabilité, la réversibilité de la donnée sont des éléments indispensables à la confiance. Un troisième élément que je développerai et qui est assez large, c'est l'éthique. Pas de confiance dans le cloud sans éthique. Cette éthique, elle a plusieurs facettes également. En tout premier lieu, la transparence. La transparence, ça veut dire où est la donnée, qui a accès à la donnée, pour faire quoi. Et là, on peut même reboucler avec la première composante dont j'ai parlé, à savoir le contexte réglementaire, parce qu'en fonction du lieu de localisation de la donnée, des personnes qui peuvent y accéder, bien évidemment, il va y avoir un impact juridique. Dans l'éthique, on trouve également un engagement fort envers le client de ne pas utiliser sa donnée pour des raisons différentes, pour des finalités différentes de celles pour lesquelles il nous les a confiées. OVH Cloud n'est jamais concurrent de ses clients, ne va jamais utiliser ces données pour d'autres raisons que la fourniture de services de cloud.
Et autour de tout ça, autour de l'éthique, il y a aussi d'autres sujets, alors là je déborde un petit peu, et peut-être, mais qui sont extrêmement importants, en tout cas côté OVH, qui est qu'on ne va pas retenir notre client prisonnier. Prisonnier, ça veut dire qu'il ne va pas être prisonnier de technologie propriétaire, j'en ai parlé, réversibilité, opérabilité. Il ne va pas être prisonnier avec des barrières commerciales, avec des pénalités de sortie de ses engagements auprès du contrat, auprès de son fournisseur de cloud. Et il va pouvoir faire le choix de cloud provider qui lui convient en fonction des offres qui sont faites. Donc pour nous, concrètement, le cloud de confiance, il se résume sur le fait que l'utilisateur a une liberté de choix, l'utilisateur sait ce qu'on fait de sa donnée et est sûr que sa donnée sera protégée et ne sera pas utilisée à d'autres fins que celles qu'il a choisies. Merci beaucoup. Hugh, Orange, pour qui vous dévisez également une stratégie technologique, a lancé récemment le projet Bleu, en partenariat notamment avec un acteur mondialement connu du cloud qui est Microsoft. Est-ce que vous pouvez nous donner également votre compréhension, position de qu'est-ce que le cloud de confiance dans un partenariat stratégique avec un acteur, pour le coup, non européen? Oui, donc en complément de ce que vient de dire Solange, la façon dont on voit les choses chez Orange, déjà on part des besoins des clients. Et on voit que ces clients, leurs besoins évoluent dans le temps, suivant la géographie. Il n'y a pas une maturité européenne très homogène sur la conception du cloud. Un Français ou un Hollandais ou un Polonais ne réfléchissent pas ou n'ont pas exactement les mêmes attentes. Et donc, il n'y a pas une vision européenne unique sur le sujet. Et sans même parler des secteurs d'activité. Quand on est une banque ou un acteur industriel, les enjeux du cloud et la souveraineté du cloud ne sont pas, ou du cloud de confiance, pardon, ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est très important de caractériser ça et de partir du besoin du client. Il faut aussi avoir conscience que les acteurs non européens dont on parle sans les citer, ils ont un niveau d'excellence et un niveau de compréhension de nos enjeux et une capacité d'adaptation aux enjeux européens qui sont plutôt performants. Je pense que c'est... voilà. Donc, d'ailleurs, ils proposent des solutions qui sont RGPD compliant, et donc ils savent s'adapter aux enjeux européens. Et donc, il faut juste en avoir conscience. Et je ne porte pas de jugement de valeur dessus, mais ça fait partie de l'écosystème. Et donc, chez Orange, ce qu'on s'est dit, c'est qu'un des principaux problèmes, en tout cas enjeux pour nos grands clients, ou certains de nos grands clients, c'était les enjeux d'extraterritorialité, ce que le Cloud Act impliquait après le Patriot Act. Et donc, on a une vocation et un souhait chez Orange déjà de ne pas être naïf, de faire comprendre les conséquences des choix, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et je pense que c'est notre première mission, de dire, OK, très bien, vous pouvez aller à droite, vous pouvez à gauche, vous pouvez prendre ce type de solution, mais voilà les conséquences ou le type de risque auquel vous pouvez faire face. Et donc, la réponse d'Orange dans le domaine, et j'ai bien noté les sous-entendus dans la question, c'est soyons pragmatiques. On va avoir du mal, et je pense que c'est pas antinomique avec ce que tu viens de dire. On va avoir du mal from scratch de créer un écosystème aussi performant que celui qu'ils ont réussi. C'est mon souhait personnel. J'aimerais que ça soit le cas. Mais je pense que ça va prendre du temps, que c'est une aventure qui se compte plutôt en décennies qu'en mois. Et donc, l'Europe, dans son ensemble, doit se diriger dans ce sens-là, mais doit aussi avoir des solutions pragmatiques qui permettent d'avancer et de gagner des crans dans l'autonomie stratégique. Et c'est ce qu'on a fait avec Bleu. Et donc, je corrige juste dans l'intitulé de la question. Bleu, il n'est pas en partenariat avec Microsoft, il est surtout en partenariat avec Capgemini, autre acteur européen, qui sont on est tous les deux co-actionnaires, et on a un partenariat stratégique et commercial avec Microsoft. Voilà. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va avoir du mal à avoir l'ensemble des outils et surtout l'écosystème associé Day One.
on ne renonce pas à cet objectif, mais une façon de progresser et de franchir les différents échelons de l'échelle, c'est de faire ce type de projet qui répondent, on l'espère, à beaucoup de prérogatives, notamment Secnum Cloud. Et on pense que voilà, c'est un outil relativement efficace dans ce gain d'autonomie de l'Europe que l'on souhaite. Et je pense qu'en faisant ça, on s'en rapproche plutôt qu'on s'en éloigne, même si ce n'est pas encore parfait, si j'ai compris le sens de la question. Aucun sous-entendu de ma part. Nous parlerons de solutions un peu plus tard. Avant cela, j'aimerais revenir vers vous, Bertrand. Vous travaillez à la CNIL, donc Commission nationale informatique et liberté, protection des données à caractère personnel. Quelle est votre position quand vous entendez justement ces différentes visions de confiance, notamment en termes de maîtrise des données, notamment à caractère personnel? Comment est-ce que vous, en tant qu'administration, autorité indépendante, vous vous positionnez vis-à-vis de ça? Alors, pour nous, évidemment, la question de la sécurité et de la maîtrise des données, c'est un peu le cœur de la conformité au RGPD, c'est-à-dire d'une part être évidemment capable de les sécuriser et de ce point de vue-là, utiliser des fournisseurs de cloud qui sont professionnels, parfois à un niveau de sécurité bien au-dessus de leurs clients, c'est plutôt un bon mouvement. Mais il faut aussi effectivement maîtriser les données, c'est-à-dire savoir vraiment qui y a accès, pour quelles raisons, et en l'occurrence du fait du RGPD aussi, dans quel continent. Et donc c'est un peu le débat qui nous a quand même occupé ces dernières années autour de l'arrêt Schrems 2 et de la question des transferts vers d'autres pays. Donc l'Europe a mis un principe assez fort qui, je pense, fait consensus dans la population, en tout cas dans les législateurs, qui est de dire la protection des données des Européens doit être garantie en tout lieu et en tout temps. Et ce n'est pas parce que Internet est globalisé, que les acteurs sont globalisés, que les solutions sont globalisées, qu'on doit renoncer à ce niveau de protection, y compris dans des pays qui ont des systèmes juridiques très proches des nôtres, comme les États-Unis ou d'autres pays. Donc, la dimension alors nous, du coup, c'est une dimension plus juridique. C'est pas les attentes des clients ou la confiance un peu par un ensemble de paramètres techniques ou contractuels. On pense que c'est donc important de pouvoir garantir cette maîtrise de données et que des offres telles que celles bleues qui ont été présentées ou celles qui seront Secnum Cloud, comme on a pu le dire, ont l'avantage d'être, on va dire, conforme by design. Ça ne veut pas dire que c'est la seule façon d'être conforme au RGPD, mais c'est une garantie un peu, voilà, dès la conception de cette conformité, notamment au cadre des transferts, qui est un élément important pour notre commission. Merci. Peter, so I'll be switching in English. Je vais passer en anglais pour lui. Donc, on a entendu la vision qui était très française du cloud, de nos deux fournisseurs ici qui sont présents, même si vous êtes des fournisseurs internationaux. Mais du point de vue finlandais, comment percevez-vous, de votre point de vue, l'écosystème technologique, comment voit-il la confiance dans le cloud? Merci. Merci pour cette question. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser de ne pas pouvoir m'exprimer en français. Mes compétences ne sont pas suffisantes dans ce domaine. Pour revenir à votre question, je pense que pour nous, de manière générale, on essaye de voir les choses en 3 dimensions. C'est-à-dire que pour avoir le cloud, comme on l'entend, eh bien, il faut tout d'abord un engagement, il faut de la technologie, mais il faut également des réglementations. Ce sont les 3 aspects. Et si vous n'avez qu'un ou 2 de ces aspects, ce ne sera pas suffisant. Ensuite, pour revenir à l'aspect réglementaire, l'Union européenne
s'appuie sur des valeurs communes, comme nous le savons tous. Et quand on parle de confidentialité, de vie privée, on a l'impression souvent que la notion est un peu vague. Et qu'en tant que professionnels, nous parlons de confidentialité, de protection des données, de leur importance, et on oublie le lien qui existe avec les droits fondamentaux. Il s'agit là d'un droit, le droit à la vie privée, tout simplement. Et la vie privée, ce n'est pas quelque chose qui s'étend uniquement à l'être humain qui vivent en Union européenne. De par nous, cela s'appuie également aux entités juridiques telles que les entreprises. Les entreprises ont également un droit à la confidentialité et à la vie privée et à la communication confidentielle. Ainsi, c'est la fondation sur laquelle nous nous basons lorsque nous envisageons le cloud. Maintenant, quand on parle de ce cloud, c'est un défi. Pourquoi? Parce que le cloud, ce n'est pas un endroit. C'est quelque chose qu'on a inventé. En fait, c'est un terme très utile pour décrire les données qui sont traitées sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà. Et cette autre personne est certainement un centre de données, un data center, comme on les appelle. Donc, quelle est la différence entre un cloud privé et un cloud public? Eh bien, ça fait une différence majeure. Certains clouds privés sont opérés et établis uniquement au niveau national. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème lié à la RGPD et autres, au RGPD et autres. Bien sûr, en s'appuyant sur le fait en estimant qu'ils respectent les autres normes. Mais pour revenir aux réglementations, il y a un autre aspect. Les réglementations ne sont pas là uniquement pour protéger quelque chose. Mais ici, quand on parle des droits fondamentaux, que ce soit ici ou aux États-Unis, en particulier dans le monde de l'Ouest, la sécurité, c'est-à-dire le droit à une vie privée, le droit à être protégé de tout risque, c'est vraiment un droit fondamental. Donc, c'est pourquoi nous avons une agence de la sécurité, nous avons des agences de renseignement et nous avons différents acteurs qui doivent nous protéger. Ils ont ce mandat. Et donc, ils ont également à répondre à ce règlement. Et c'est là qu'il y a un conflit. Parce que les droits fondamentaux sont toujours, d'une manière ou d'une autre, en conflit l'un avec l'autre. Par exemple, il y a la liberté et la démocratie, qui ne sont pas vraiment la même chose. Parfois, c'est des termes qui peuvent être antagonistes. Et donc là, nous revenons à cette question. Pour qu'une juridiction puisse offrir la sécurité, il nous faut des réglementations qui expliquent qui a accès à la donnée de qui. C'est pourquoi c'est nécessaire. Et donc, avec cet accès, on a plus de compréhension, plus de capacité analytique, plus de capacité de se défendre contre d'autres menaces, mais on ne veut pas donner cet accès. Donc, il faut trouver un équilibre là. Ce n'est pas toujours facile, évidemment. La troisième dimension de cet aspect réglementaire, c'est que lorsque nous avons une solution contractuelle, eh bien, elle s'appuie toute sur ces règlements de sécurité. Donc, quand les acteurs de la sécurité, les agences de la sécurité qui ont des pouvoirs coercitifs, So hence, like I said in the beginning, what we really need is also commitment, and that is not only words; it's action on the willingness to sort of find out how we can do this. But the fact is that be it personal data of Europeans or be it industrial data, all of that, I think I'm coming back to what Solange mentioned, is that this is what we have to do. Anyway, we have to come to a conclusion where we are able to sort of balance these issues, and this, of course,
markets and business is connected to it. But this is the foundation how we perceive it. Thank you. Merci. Switching back to French. Ce qui est intéressant, merci à vous tous et toutes pour ces mots d'introduction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous et toutes d'accord sur la discussion fondamentale de la confiance. On doit avoir confiance dans la technologie dont on se sert. Ce sur quoi on semble un peu diverger, c'est sur les niveaux d'assurance. Et on sait, vous me voyez venir avec mes gros sabots, on sait qu'il y a au niveau européen beaucoup d'initiatives, notamment réglementaires, à des niveaux différents, qui essayent d'amener justement un cadre commun de référence. Donc, je vais commencer avec Solange et Hugues. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de votre implication, en tout cas de votre perception de ce qui se passe en Europe en termes de schéma, cloud, etc. Et en fait, quel est l'impact que vous percevez de ces initiatives législatives, réglementaires, normatives au niveau européen? Comment est-ce qu'elles aident ou pas? Est-ce qu'elles aident ou pas? Solange. Alors oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'initiatives et côté OVH Cloud, on les salue, on les soutient et on les suit de très 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 près. Je commencerai par alors ce qui est déjà un peu plus qu'initiative. Il y a énormément de textes, pas seulement de la régulation, aussi d'autres choses. En premier lieu, par exemple, un texte qui est plus général, pas spécifique au cloud, mais le DMA. Le DMA, aujourd'hui, va fixer un cadre pour un certain nombre d'acteurs d'importance, un cadre avec des règles qui vont venir conforter une concurrence saine. Et ça, c'est indispensable pour le cloud. Aujourd'hui, un chiffre qui, moi, quand je suis arrivé chez OVH et que je l'ai découvert, m'a sidéré. En 2017, la part de marché des acteurs européens dans le cloud européen était de 27%. 5 ans plus tard, le marché a explosé, a beaucoup cru en l'espace de 5 ans, mais 5 ans plus tard, la part de marché des mêmes acteurs européens est de 13%. Donc aujourd'hui, on voit bien que les acteurs européens sont soumis à une pression concurrentielle extrêmement forte, avec des pratiques pas toujours recommandables, de la part d'acteurs non européens. Donc le DMA va nous aider. Dans le même ordre d'idées, donc deuxième texte qui nous semble important, le Data Act. Data Act qui est en cours de discussion à Bruxelles, qui est en ce moment au stade du trilogue, et qui va fixer un certain nombre de règles, là aussi pour avoir des règles de concurrence saines, pour consacrer la liberté de choix de l'utilisateur aussi, toujours, on y est proche, et qui va fixer certains jalons, certains fondamentaux dans le monde du cloud qui, à notre sens, vont aussi vers plus d'équilibre et bénéficieront aussi bien aux utilisateurs qu'aux fournisseurs de cloud. Troisième initiative que je veux saluer, tu as fait un peu référence en parlant de schéma, le UCS, qui est bien évidemment un schéma important. J'y reviendrai après, j'aurais dû l'aborder en dernier. Je vais y revenir, mais je voudrais aussi souligner la quatrième initiative qui est importante, qui n'est pas une initiative réglementaire européenne au sens propre, mais qui est une multitude d'initiatives qu'on voit germer un peu partout sur le continent européen, qui consiste dans le fait que plusieurs autorités de régulation, que ce soit des autorités de régulation télécom, concurrence, protection des données, s'intéressent au cloud aujourd'hui. S'y intéressent pour plusieurs raisons, parce que c'est un point clé du développement et de la compétitivité de nos industries en Europe. Donc, toutes les industries vont s'appuyer sur le cloud à moyen, long terme, parce qu'il y a des enjeux concurrentiels évidemment qui sont énormes, et chez OVH Cloud on est extrêmement bien placé pour en parler. Et donc cette sensibilité qui naît partout, dans plein de pays, en France, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne, mais l'Ofcom aussi, si on parlait du sujet, en Allemagne, en Finlande, enfin beaucoup de pays, les Pays-Bas,
on sent que c'est une sensibilité qui va permettre aussi de fixer des règles du jeu claires, saines pour tout le monde et qui vont permettre à chacun de se développer. Et pour revenir sur le UCS que j'ai évoqué, très belle initiative, nous en sommes ravis et bien évidemment nous le soutenons, que ce soit le côté le volontariat, les 3 axes des 3 niveaux de protection, mais avec une condition importante côté OVH que nous portons haut et fort, qui est que le plus haut niveau de protection qui est donné doit impérativement intégrer un critère d'immunité aux lois extraterritoriales. C'est quelque chose qui vient, je l'ai déjà dit, je le répète, hein, mais cette immunité-là, elle vient protéger les utilisateurs comme les fournisseurs de cloud, elle vient protéger nos industries, et il y a quand même des secteurs où cette protection, elle est indispensable. Aujourd'hui, a fortiori dans le contexte politique international actuel, qui penserait à aller mettre ses ogives nucléaires chez le voisin, dans le pays voisin? Personne. Pourquoi est-ce qu'on irait mettre nos données, qui sont des données stratégiques pour un certain nombre d'acteurs, à l'étranger? Pourquoi est-ce qu'on pourrait les mettre, ou en France, accessibles depuis l'étranger? Donc l'immunité aux lois extraterritoriales sont un élément fondamental pour nous. Et aujourd'hui, on a un exemple en France, très simple, qui s'appelle SecNumCloud, qui est un niveau de certification, un haut niveau de certification, qui intègre ce critère d'immunité. Et on le voit chez OVH Cloud, on a de plus en plus de demandes là-dessus. Sur ce point-là, c'est un point qui devient extrêmement sensible pour les grands groupes, mais pas que, également pour des startups de taille plus modérée. Et il faut aller dans cette direction-là. Merci. Hugues, pour vous, vous avez un partenariat stratégique avec différents acteurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Ce contexte réglementaire, normatif, etc., comment est-ce qu'il impacte justement votre politique commerciale au sens plus large? Est-ce que ça vous aiderait à faire davantage du business ou pas? Oui, je reprends ce que vient de dire Solange. Elle a parlé de sensibilité. Donc, je pense qu'un des grands bénéfices de la période récente, et c'est à promouvoir, c'est la baisse de naïveté des Européens vis-à-vis des conséquences des choix qu'ils font sur les différentes solutions. Donc, alors on peut toujours progresser, on peut toujours aller plus vite, mais je pense que déjà, on peut, enfin, en tout cas, nous chez Orange, c'est ce qu'on considère, et on voit des clients qui se posaient pas la question des conséquences d'héberger les données, même sensibles, même critiques, à droite ou à gauche. Et maintenant, quand même, la maturité globale du citoyen européen, en tout cas des clients du groupe Orange, est en évolution rapide. Le groupe Orange, c'est un acteur majeur du digital. Sans Orange, il y a beaucoup de choses qui seraient difficiles à faire dans les pays où on est présent. Et au-delà de ça, on contribue beaucoup à travailler sur, et d'ailleurs on a un bureau à Bruxelles, dans toutes les géographies où on est présent, on travaille sur les sujets de réglementation et de loi, parce que pour nous, c'est des enjeux critiques pour le groupe Orange également. Que ça soit dans les câbles sous-marins, on n'en parle pas toujours très souvent, que ça soit les standards de cloud, on a contribué sur les sujets Gaia-X, que ça soit les sujets de cybersécurité, NIS 2, ce qui vient d'être annoncé, que ça soit le Cyber Resilience Act ou le Cyber Solidarity Act. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles nous impactent, même au-delà d'Orange Cyberdéfense que je représente aujourd'hui, mais l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de nos clients, l'activité propre du groupe Orange. Et donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et nous, on met beaucoup d'énergie et pas mal d'efforts pour contribuer et apporter notre pierre à l'édifice dans ces travaux qui sont très collaboratifs. Bertrand, pour vous, on sait qu'avec l'inflation législative vient aussi une inflation, on va dire, de devoirs pour les différentes autorités. La CNIL est une autorité chef de file sur beaucoup de sujets en termes de compétences, en termes de présence, en termes de force de frappe, en termes de visibilité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette inflation législative, justement, qu'il s'agisse de schémas de certification européens, qu'il s'agisse de textes réglementaires très, on va dire, d'application directe tels que le DMA, et toutes les autres initiatives qui sont en cours? Comment est-ce que vous abordez ça vis-à-vis des acteurs économiques qu'on a aujourd'hui, qu'ils soient fournisseurs ou clients? Alors moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit par Hugues Foulon. L'Europe sort de la naïveté et elle se découvre aussi des instruments.
Et je pense que sur ces questions de maîtrise des données, mais nous on le voit sur la question de protection des données, mais c'est aussi le cas sur la question de cybersécurité, on sort peut-être d'une vision qui était que le marché va réguler tout ça et que ça va et que les objectifs politiques qu'on se fixe vont émerger naturellement. Je pense que ça n'a jamais été le cas. Moi j'ai regardé récemment, enfin, je me suis penché dans la législation américaine qui s'appelle FISMA pour la certification des systèmes d'information fédéraux, et puis la version cloud qui s'appelle FedRAMP. Ça a été lancé il y a 10 ans, c'est hyper complet, c'est hyper réglementé. Et ça a permis en fait à l'écosystème américain du cloud d'émerger parce qu'ils avaient des règles claires sur qu'est-ce qui était attendu d'eux. Et je pense que ce que l'Europe est en train de faire, c'est de s'apercevoir qu'elle a le même pouvoir avec ces outils. La vraie différence par rapport à il y a 15 ans, c'est que maintenant, c'est bien des outils européens. Et je pense que c'est marquant que ce soit Thierry Breton qui soit venu hier présenter. Ça a du sens si c'est un règlement européen sur la résilience, un règlement européen sur les SOC. Tout ça, c'est des briques de sécurité qui sont absolument indispensables. Et le EUCS, le schéma de certification, c'est aussi absolument indispensable pour les acheteurs publics et privés pour savoir un peu comment finalement opérationnaliser cette nouvelle sensibilité de je dois faire attention à mes données. Il y a une forte demande pour pouvoir avoir des réponses concrètes. Et je pense que c'est tout à fait bienvenu. Le RGPD a sans doute aussi contribué à montrer que l'Europe pouvait à la fois fixer des règles, les imposer à la fois aux acteurs européens et aux acteurs extra-européens, et que c'était pas ça a aidé aussi dans la maturité des entreprises pour gérer leurs données. Et là, on peut faire le même effort sur la partie cybersécurité. Peter, you mentioned in your introductory Vous avez parlé dans votre introduction que la loi, c'est vraiment, ou la législation, l'un des piliers qui est très important pour le système et l'écosystème finlandais. Et pour vous, c'est vraiment très important comme contre-modèle européen. Nous l'avons entendu en termes de naïveté, d'approche, de maturité également par les usagers par rapport aux prestataires de services. Mais ce qu'on a entendu également, c'est que là maintenant, il est impossible d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui soit intégralement européenne. Et on parle de la législation. Est-ce que vous pensez que la législation pourrait aider à traiter d'une façon ou d'une autre ces interdépendances énormes en matière de chaîne d'approvisionnement? Oui, certainement. Je dois dire que, d'après nous, la réglementation non seulement est utile, mais c'est un élément clé. C'est un élément clé pour faire des progrès. Mais en même temps, en tout cas, en Finlande, nous avons ce terme qui dit la boîte de Pandore, qui veut dire que si on pense qu'il y a une façon simple pour arranger les choses, je crains que la personne ne se trompe, parce que l'environnement numérique ne suit pas les lois de la physique. Comme par exemple, c'est le cas du monde réel et notre présence ici. Et par conséquent, on ne peut pas l'approcher de la même façon entièrement. Par exemple, si on regarde la question de l'archivage et du traitement des données uniquement au niveau national, à de nombreux égards, cela fait sens, mais il y a deux aspects. Par exemple, si l'on examine les entreprises multinationales, c'est un must. Elles doivent pouvoir traiter les données de façon transfrontalière et dans différents lieux. Et ils ont aussi un personnel
qui vient de différentes nationalités. Ils ont différents types de passeports et ils ont accès à ces données. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple, tout d'abord. Et en second lieu, une autre dimension, et en tout cas selon nous et notre perspective, la question, comment puis-je me le dire? D'abord, je dois faire la traduction dans mon esprit, dit monsieur. La réglementation, si on l'examine par rapport à la loi concernant les données, Data Act, oui, c'est une loi européenne qui fonctionne au niveau secondaire des traditions législatives européennes. Et par conséquent, il y a tous les bénéfices parce que cette loi est mise en œuvre directement et pleinement dans les États membres. Et tout instrument similaire crée une sorte d'aspect en lien avec le marché intérieur. Mais dans notre langue, lorsqu'on parle de réglementation, souvent on fait le lien à certaines normes et quelques exigences techniques en termes de conformité. Mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, le UCS, c'est tout à fait un cadre de référence. C'est une norme technique et qui a ses limitations. Par exemple, nous savons qu'on a eu beaucoup de défis en général dans le domaine de la législation. Et maintenant, la Commission européenne et toutes les autres entités se sont engagées pour avoir une trousse à outils de bonnes lois. Donc, il n'est pas possible tout simplement de mettre en œuvre certaines exigences en matière de conformité à des normes techniques qui pourraient apporter une protection entière. Par exemple, l'entreprise doit être établie dans tel État, etc. On ne peut pas le faire tout simplement au niveau des normes. Il faut que cela soit traité dans un processus démocratique et une réglementation non seulement qui soit mise en œuvre par rapport aux États membres, mais il faut aussi que les citoyens aient leur mot à dire parce que cela a un impact. Et par rapport aux résultats, il faut que les citoyens puissent aussi avoir leur mot à dire. Il faut être très sage. Il faut fonctionner avec beaucoup de sagesse. Donc, en fait, c'est entre le marteau et l'enclume. Et néanmoins, la réglementation est nécessaire, tout à fait, comme cela a été déjà dit par les autres orateurs, à juste titre. Il faut que l'on comprenne mieux les choses. Voilà pourquoi je me sens très honoré d'avoir été invité ici, parce que ce dont on a besoin, c'est la discussion, c'est-à-dire que l'on comprenne ce qu'on fait et quel est l'objectif. Et ce n'est pas une tâche aisée à mener à bien, pas du tout. Puisqu'on en est justement à parler, à être dans cette assemblée, à confronter sans animosité nos perceptions, nos visions, parlons solutions. Comment on fait en fait ensemble, en tant que fournisseur, en tant qu'autorité, en tant qu'utilisateur, parce qu'on est tous et toutes l'utilisateur final de quelqu'un à un moment donné, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que, au niveau national, je sais qu'il y a des élus, des députés, etc. parmi nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour consolider ce modèle européen alternatif du cloud, qu'on essaye de construire chacune avec ses spécificités. Je vais commencer avec Solange, puis avec Hugues. Beaucoup de choses, effectivement. Et je pense qu'il faut tester. Il faut tester un maximum de solutions, aller défricher de nouveaux terrains, probablement. Moi, j'ai en tête que... Alors, le cloud de confiance, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
clairement pas. Il faut activer beaucoup de leviers complémentaires. Et j'ai en tête 3 leviers principaux. Le premier, c'est un levier réglementaire qu'on a déjà commencé à activer. On en a parlé lors de ta précédente question, Raina. On a effectivement des textes européens qui viennent. Il faut assurer donc des règles claires, assurer leur applicabilité aussi, leur application, le contrôle, le fait qu'on va effectivement on va sanctionner quand certains acteurs ne vont pas les respecter. Donc ce levier réglementaire, il doit être renforcé, contrôlé, vraiment être beaucoup plus présent dans nos environnements. Aujourd'hui, le cloud en Europe était jusque-là relativement peu réglementé, comparé à d'autres pays. Donc il faut aller vers la réglementation. Deuxième levier est bien évidemment un levier politique. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui les champions du cloud que l'on connaît, américains ou chinois, on se rend compte que ce sont des champions qui se sont renforcés sur leur marché domestique avec un très fort soutien étatique, en ayant des marchés publics, en ayant des financements, en ayant de la recherche. C'est quelque chose qu'on fait assez peu en Europe. Et il faut franchir cette étape-là. Il y a des réticences liées à plein de choses, mais il faut aller au-delà. Si on veut créer les champions européens de demain, et les champions qui nous permettront d'avoir notre autonomie stratégique et de pouvoir défendre nos industries, donc c'est-à-dire défendre nos industries, c'est défendre nos emplois, c'est défendre nos modèles sociaux, nos valeurs, il est très important que l'on soit capable de construire ces champions et pour le faire, il faut ouvrir la commande publique. Donc c'est vrai que chez OVH Cloud, on soutient beaucoup le Buy European Act qui permettrait d'avoir un soutien concret, financier, mais pas que, qui permettrait de donner à tous les acteurs du cloud, mais pas seulement cloud, les moyens nécessaires à leur développement. Et enfin, pour finir, il nous reste un troisième levier, qui est le levier du collectif. Là aussi, c'est quelque chose sur lequel on est très actif chez OVH et très sponsor de la démarche. Il faut que l'on crée un écosystème du cloud européen qui soit solide, avec des acteurs variés, de tailles variées, à différents niveaux du cloud, qu'on soit sur des éditeurs de logiciels, qu'on soit sur des cloud providers, qu'on soit sur des solutions de sécurité. Il faut que l'on puisse mener cette démarche ensemble avec des écosystèmes ouverts, avec des écosystèmes interopérables qui permettront de renforcer collectivement tout le tissu technique et économique du cloud européen. Alors en Europe, on sait faire des choses collectives. On sait le faire, on l'a déjà montré, il y a des initiatives qui existent, qui sont bien. Il faut continuer, il faut les renforcer. Je pense à Gaia-X, par exemple, que tout à l'heure Hugues a évoqué, qui est effectivement une très belle initiative. Des choses à venir, l'appel d'offres Simple, on a aussi l'IPCU. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites et qu'il faut continuer à renforcer. Merci. Hugues ? Moi, je pense que le plus important, et Orange a payé fort cher dans le passé, à ses dépens, c'est de créer le marché. C'est les conditions pour créer un marché. Je suis désolé d'être un petit peu provocant, mais c'est très bien la réglementation, mais si ça ne débouche pas sur la création d'un marché, ça sera moyennement efficace. Donc la réglementation est un moyen, mais ce n'est pas le seul. Voilà. Et Orange a fait partie de consortium qui a développé des solutions cloud dans le passé. Ça a coûté fort cher à développer, fort cher à fermer, parce qu'il n'y avait pas de marché, pas de demande. Donc moi, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je pense que la sensibilisation, l'information, la compréhension des enjeux, l'éclairage sur les conséquences des choix qui sont faits, la réglementation peut y arriver, mais je pense que ce n'est pas du tout le seul outil pour y arriver. Et donc, la façon dont nous, on conçoit les choses chez Orange, c'est dans les relations avec nos clients, ou nos futurs clients, ou l'écosystème, ou les parties prenantes, comment est-ce qu'on fait émerger ce vrai marché et après, que ce soit OVH Cloud ou d'autres acteurs, auront une part de ce marché. Et le chiffre qu'évoquait Solange tout à l'heure sur les 13% est assez édifiant. Dans un marché qui explose, la part décroît. Donc, c'est-à-dire que ce marché-là, on doit le développer. Et en tant qu'Européens, après qu'on soit d'accord sur les solutions, et je pense que c'est très bien qu'il y ait différentes solutions et pas une seule. Donc, en tant qu'Européens, on doit faire croître ce marché, parce que sinon,
à part quand vous êtes en concurrence directe avec des entreprises chinoises ou des entreprises nord-américaines, et vous choisissez de façon stratégique de ne pas mettre vos données dans un cloud US pour des raisons évidentes, et il y a des grands acteurs qui font ça de façon très bien, les autres, ils ne verront pas les conséquences de leur choix, et donc ils ne feront pas naître un marché suffisant pour avoir une taille critique, pour pouvoir investir sur des sujets, que ce soit d'infrastructure ou de logiciels qui sont importants. J'ai une petite réponse complémentaire quand même qui me marque et qui touche aussi notre question d'aujourd'hui, c'est que je pense que pour cela, l'Europe n'a pas tout à fait conscience de deux gros enjeux, qui sont les enjeux de formation. C'est-à-dire que si on n'a pas les développeurs, si on n'a pas les skills en Europe pour faire tout ça, c'est bien beau, mais on va faire une voiture dans laquelle on ne mettra pas de carburant. Donc, et c'est un sujet d'écosystème. Donc si on ne crée pas l'écosystème, tout ça ne marchera pas, la voiture restera à l'arrêt, excusez-moi de l'image un petit peu triviale. Et deuxièmement, on a, je vais aussi être un peu provoquant, un petit peu collectivement démissionné sur le logiciel. Il y a combien de logiciels performants, notamment dans le domaine de la cybersécurité? Il y en a plein dans le salon aujourd'hui, mais aujourd'hui, le marché il est largement dominé par les Américains et en Occident, un petit peu par les Israéliens. Donc, l'Europe ne peut pas se résoudre sur ses perspectives de temps à ne pas créer des champions dans ce domaine-là, que ce soit la cyber ou autre chose. Et je pense que ça rejoint un peu ce que disait Solange. Et donc, voilà, donc, les compétences, le software, c'est des domaines, et c'est complémentaire. Et sans ça, ça sera compliqué de faire marcher un écosystème cloud stratégiquement autonome. Voilà. Je vois qu'on s'approche de la fin, donc ça commence à taquiner. On y reviendra, hein, l'autonomie stratégique, etc. Mais Bertrand, du coup, vous avez une position particulière parce que vous avez une force de frappe, on va dire, en termes d'autorité de contrôle qui n'est pas négligeable. En tout cas, moi, je vous crains beaucoup. Donc, mais plus largement, il y a aussi une synergie des CNIL européennes qui, en fait, est assez exceptionnelle, qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves et continue à faire ses preuves. Et on a aujourd'hui avec nous des fournisseurs qui essayent de ne pas tomber sous les foudres de la CNIL française ou vos collègues européens. Comment est-ce que vous, en tant qu'autorité indépendante, mais aussi avec un pouvoir de contrôle, comment est-ce que vous pouvez vous inscrire et comment vous vous inscrivez dans justement ces demandes, au final, qu'on vient d'entendre de la part de fournisseurs actuels ou futurs de cloud? Alors, je voudrais rebondir, pour répondre à cette question, je voudrais rebondir à ce qu'il a dit sur l'aspect marché. En fait, c'est vraiment absolument essentiel, je pense. Et nous, on a une législation, c'est la difficulté de notre législation RGPD, c'est une législation qui est fondée sur les droits fondamentaux. Donc normalement, c'est un peu noir ou blanc. Et si vous lisez la décision de la CJUE Schrems 2, c'est à partir du 17 juillet, à partir de demain, c'est interdit de transférer les données vers les États-Unis. Il n'y a pas de période de mise en conformité, c'est toutes les données, enfin c'est quand même très, voilà, et on se heurte dans son application, enfin on s'est heurté, on continue à le faire, à la dynamique de marché qui fait que c'est pas, c'est parfois complètement irréaliste de penser que parce qu'un juge à Luxembourg a décidé que le marché n'était pas conforme aux droits fondamentaux, tout le monde va se mettre d'accord avec ça. Donc on a essayé de tenir compte des contraintes des entreprises et le fait, en fait, l'émergence de solutions alternatives qui permettent de dire c'est possible de faire autrement, et c'est évidemment quelque chose qui nous facilite la vie, nous, en tant que régulateurs, quand on peut dire à un responsable, ce qu'on appelle un responsable de traitement, une entreprise à qui on va avoir un problème de conformité, qu'on peut lui dire vous pouvez aller chercher une offre certifiée qui va vous fournir le même service à plus ou moins brève échéance. Le deuxième aspect auquel on se heurte aussi, c'est le temps, parce que là, les gens mettent en production dans le cloud, chez un fournisseur qu'ils ont choisi, ils mettent en production en 2023 un choix qu'ils ont fait en 2018, en 2019, en 2020, et qui a fait 3 ans, 2 ans d'études, 2 ans de tests. Et donc, évidemment, c'est pas une décision juridique qui va changer ça du jour au lendemain. Mais pour revenir au point d'Hugues,
Alors, moi, j'ai travaillé plutôt à l'ARCEP, alors, et donc j'ai contribué à cette histoire d'Orange dans l'autre sens. Et je pense que ce qui a marché, entre guillemets, d'un point de vue marché, qui a été difficile pour Orange, mais qui a permis à d'autres acteurs de rentrer et au marché de croître, c'est effectivement de faire une régulation qui s'attaque aux ce qu'on appelle les incumbents. Là, à l'époque, on appelait ça l'opérateur historique. Et je pense que la dynamique décrite par Solange, c'est qu'effectivement, on a sans doute un défaut de régulation qui empêche des nouveaux entrants de venir challenger les plus importants, et que la bonne régulation, c'est une régulation qui fait ça. C'est une régulation qui permet à des nouveaux entrants de faire une compétence, de développer une compétence et de conquérir de nouveaux marchés. Et si je devais conclure, moi, je partage aussi tout à fait l'aspect sur le logiciel, et ce qu'on voit, nous, le point sur lequel on se heurte souvent face à des entreprises qui nous disent « mais comment je fais pour me mettre en conformité ?» C'est quand même cette brique de plateforme ou de logiciel. On a des fournisseurs d'infrastructures européens, ça existe, c'est pas compliqué de venir avoir des machines virtuelles quelque part. Par contre, avoir des systèmes intégrés avec des services managés au bon niveau, voilà, c'est un peu là-dessus, et avoir également aussi du côté des intégrateurs sans doute aussi une offre qui leur permet de proposer à une entreprise qui a envie de se simplifier l'informatique. C'est quand même là-dessus qu'il faut continuer à investir sans doute en Europe, et développer des produits qui vont permettre d'offrir le même niveau de service, on va dire, que les leaders mondiaux. Peter, what incentives, economic or otherwise, Des incitants économiques ou autres, est-ce que ça nous aiderait à promouvoir ce modèle de cloud européen? simple, easy. Simple, facile, non? Oui, très facile. Quels sont les incitants? Si j'essaie, je reprends en fait ce que dit Hugh d'abord par rapport au logiciel et aux compétences. Peut-être deux aspects. Je vais être aussi de provoquer un peu, c'est le bon moment. En termes de compétences, c'est pas seulement tout ce qui est informatique et logiciel. Ce sont aussi des compétences pour comprendre où nous allons. Par exemple, un des aspects pendant cette session et chaque jour, on en entend parler. On entend parler du cloud, et puis on parle des aspects clés. Nous comprenons, par exemple, tout ce qui est encryptage solide, c'est très important, parce que sinon, il n'y a pas d'autre solution pour s'assurer que lorsque quelqu'un d'autre détient vos données, que ça reste. Ce n'est pas le cryptage des données. Donc, nous comprenons les choses. Mais en Europe, pour l'instant, là où on est en train de se parler, il y a des règlements qui sont proposés par l'Union européenne disant que les entreprises qui fonctionnent avec les données de leurs clients, par exemple des photos, etc., afin de lutter contre tout ce qui est pédopornographie, ils doivent avoir accès à ces données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cryptage fort ou solide va être brisé. On est en train de parler de questions réglementaires qui se contredisent totalement. Ça se passe maintenant. Et je suis tout à fait sûr que ça fait partie de tout ce qui est compétence. Nous ne comprenons pas. Nous avons différents secteurs au sein de la Commission européenne qui ont des objectifs différents. Et par exemple, lutter contre la pédopornographie. Où est-ce que vous pouvez trouver des gens qui seraient contre cet objectif-là? Certainement pas. Tout le monde comprend à quel point ce problème est terrible. Évidemment, ça existait déjà avant l'âge numérique, maintenant encore pire, parce que le matériel est tout à fait mondial. Donc, bien sûr, on doit lutter contre la pédopornographie. Personne ne pourrait être contre ces objectifs-là, à part les criminels, bien sûr. Mais on crée tout un bazar tout à fait incroyable.
et beaucoup de confusion. Alors, encore une fois, lorsqu'on parle de la technologie, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cloud d'abord, en premier lieu? Vous savez, dans le développement des technologies, tout d'abord, quelqu'un commence à parler de nouvelles technologies et puis tout le monde est enthousiaste et tout le monde en parle et ça tombe alors parce qu'on se dit, bon, peut-être que cet oiseau-là ne va pas s'envoler jusqu'à la maturité, au développement, les efforts, et de nouveau les choses reprennent, et alors on arrive à la valeur même pour l'activité humaine. Et ce qui peut en ressortir des technologies. Donc le cloud, comme l'a dit le monsieur de Orange, le marché doit être aussi créé. Mais il faut moi, je pense qu'on doit se servir nous-mêmes. Donc, il faut un peu approfondir les choses. Pourquoi est-ce qu'on parle de centres de données qui soient placés en externe? Pourquoi le cloud? Parce que le cloud provoque beaucoup de confusion. Lorsqu'on parle de la création de ce marché, comment on s'attend à ce qu'un client qui n'est pas un professionnel de l'informatique, comment il pourrait comprendre ce qu'est le cloud? Oui, c'est bien, ça peut être un très bon marché. Je ne critique pas les choses à ce niveau-là. Mais peut-être qu'on mérite beaucoup plus de clarté. De quoi parlons-nous au juste? Ensuite, pour ce qui est du dernier point, donc le modèle de cloud de l'Union européenne, quels sont les bénéfices? Quels pourraient être les incitants? Lorsqu'on examine, comme cela a été déjà dit, donc la création du marché. L'un de nos arguments dans une économie de marché libre, l'un de nos arguments pour développer le cloud davantage, quelle est la valeur qui est proposée pour créer contre les autres, que ce soit un bureau qui est à Delhi ou à Tokyo. Bien sûr, désormais, nous le savons, et par rapport à l'Ukraine, c'était le dernier moment pour que tout le monde comprenne que notre naïveté, on croyait que parce que l'Union européenne, il y avait une coopération, et la coopération a commencé par le fait que lorsqu'on crée des liens économiques, cela sert la paix aussi et la stabilité, mais désormais nous savons que ça ne fonctionne pas si les bases de valeurs sont différentes. Donc, on devrait peut-être examiner davantage cette question. Avec qui on partage ces bases de valeurs? Et savoir et respecter la question du marché libre aussi à ce niveau-là. Donc, ça ne concerne pas seulement l'Europe et l'Union européenne, mais le fait de comprendre quelles sont les forces motrices de la coopération entre ceux qui se font de la concurrence. Donc, c'est une question d'arriver à un équilibre. Merci beaucoup. Je suis consciente qu'on se tient entre vous et le déjeuner. Donc, conclusion en une phrase, demi-phrase. Je vous demande de compléter la phrase suivante qui commence avec « En 2035, le cloud européen, c'est… » 3 petits points. Solange. C'est un cloud qui est ouvert, protecteur, et un point dont on n'a pas parlé, c'est un cloud durable. Je pense que c'est un challenge qui est propre, qui touche toutes les industries aujourd'hui, beaucoup l'industrie du cloud, et c'est un challenge qu'il faudra qu'on traite, et le caractère durable va devoir intégrer toutes les composantes de l'industrie, de la création du serveur, qui peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 vies, jusqu'à la gestion du data center et la fourniture de services aux clients. Donc je dirais ça, ouvert, protecteur et durable. Merci. Hugh?
Donc en synthèse, au-delà du fait que tout le monde devra être éclairé sur les conséquences de ses choix, donc c'est la fin de la naïveté, même si on en prend le chemin, c'est pas. Je pense que c'est non seulement des solutions compliant, mais compétitives dans tous les domaines, parce que sinon la régulation ne sera pas suffisante pour créer le marché qu'on évoquait tout à l'heure. Donc des solutions, allez, je vais prendre le mot de Solange, durablement compétitives. Bertrand? Moi, je dirais que c'est un cloud qui serait complètement maîtrisé selon des standards européens. Et donc, que ces standards de durabilité ils soient aussi définis peut-être par l'Europe et deviennent des éléments du marché. Peter, in 2035, the European Peter, cloud is le cloud européen en 2035 sera... Ah, c'est difficile, alors que les autres orateurs qui sont experts l'ont déjà mentionné. Alors, bon, je vais peut-être m'exprimer différemment et formuler les choses différemment. Le cloud européen est vert, mondial. C'est pas seulement pour l'Europe en Europe, mais ça concerne le niveau mondial et c'est axé sur les valeurs. Merci à tous.